Je viens de l'INRA et on parle beaucoup d'agroécologie. C'est une façon, au moins par le discours, d'essayer de réconcilier les deux. Mais c'est un immense défi. Alors les messages, il y a 3 messages que je voudrais vous donner aujourd'hui. Un, c'est qu'il va falloir plus d'innovation, y compris plus d'innovation technique. On a tendance à l'ignorer si on veut relever ce défi. 2, il faut qu'on puisse trouver des solutions. Il n'y a pas de solution clé en main pour tout le monde. Donc il faut que chaque endroit, on trouve des solutions sur mesure. Et donc, il y a des enjeux en termes d'assemblage, combinaison, d'innovation pour demain. Et puis le 3e, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a une nouvelle façon de faire de la recherche et du développement et qu'il faut travailler ensemble. Donc je vais revenir sur ces points. Effectivement, c'est pour ça, c'est pour relever ce défi du travail ensemble que le GIS Grande Culture à haute performance économique et environnementale a été créé. Alors on appelle ça une coopérative de programmation et de montage de projets qui a été initiée après le Grenelle de l'environnement, essentiellement par une initiative INRA et les instituts des grandes cultures. Et l'objectif, c'est d'essayer d'engager une nouvelle dynamique de projets autour de l'amélioration conjointe des performances économiques, environnementales et également sociales. Certes, dans le domaine des grandes cultures, il y a une tradition de travail entre les filières, les instituts, les coopératives, le négoce et l'INRA, ce qui n'existait pas forcément dans d'autres filières, mais il faut absolument renforcer ça, et c'est le challenge. Donc on a essayé de rassembler dans cette coopérative les opérateurs de recherche et de développement, des têtes de réseau, dont la Fédération du négoce agricole, donc quelque part vous êtes impliqués dans le GIS Grande Culture, quelques acteurs économiques, ici des fournisseurs importants de l'agrofourniture, des coopératives, mais également l'enseignement supérieur, le ministère, les offices et les porteurs d'enjeux associatifs, et France Nature Environnement fait partie du GIS. Vous voyez un peu sur cette frise en haut le processus d'innovation qui part de brainstorming, d'idées de projets qui ensuite donnent lieu à des prototypes ou des pilotes, à la recherche jusqu'à le test en vraie grandeur et l'application par l'utilisateur final, l'agriculteur ou d'autres représentants des filières. Et en fait, tout le système de recherche et de développement s'est développé autour de ces 20 à 30 dernières années sur un système de projets pendant 3 ans. On connaît ça, les CASDAR, les ANR. Au niveau européen, c'est pareil. On finance des projets pendant 3 ans. Donc des gens s'associent pendant 3 ans. Et puis après, ils continuent ou ils ne continuent pas. Et en fait, ce n'est pas suffisant. Et donc, ce n'est pas ça qu'on veut faire dans le GIS, c'est justement traiter les étapes qui sont peu traitées. Donc, en amont, en suscitant du dialogue sur... essayer de construire une vision, peut-être pas commune, mais au moins de partager sa vision de l'avenir et essayer d'identifier des points communs sur lesquels on peut travailler ensemble. Et puis, en aval, de faire en sorte qu'effectivement, les innovations qui sont développées par le système de recherche et de développement, et il y a énormément de travail, soient effectivement opérationnelles et utilisables par les agriculteurs. Alors, les axes prioritaires du GIS. Donc le GIS ne traite pas de toutes les questions liées aux grandes cultures. Comme je l'ai indiqué, il cherche à travailler sur les questions où on ne peut pas travailler seul. On ne peut pas travailler seul, Institut technique, seul INRA, seule coopérative. Il faut travailler ensemble. Alors le premier point, alors les grandes cultures, en fait, on a des filières qui sont séparées, mais en pratique, chez les agriculteurs, évidemment, les cultures sont en rotation, donc font système. Et donc là, ça nous est apparu comme un point important d'essayer de traiter l'objet système tous ensemble, et c'est particulièrement important pour les grandes cultures. Alors ça se traduit par ce qu'on a appelé une boîte à outils pour la gestion intégrée des adventices. Je vais revenir sur cet exemple. La gestion durable des sols de grandes cultures. Et ça, c'est un chantier considérable, très important. Je ne vais pas y revenir, ce sera évoqué probablement un peu plus tard quand on parlera de travail du sol. La diversification des cultures, je vais également revenir sur ce point. Donc voilà sur les systèmes, les trois chantiers actuels sur lesquels on essaye de travailler. Les nouvelles technologies, c'est, comme je le disais, on ne revient pas en arrière sur les technologies, il faut au contraire plus d'innovation technologique. Ça passe notamment
mais pas uniquement par les innovations variétales, je n'en parlerai pas, les agroéquipements et les capteurs, je n'en parlerai pas également, mais c'est une des priorités pour le GIS. Et enfin, le troisième axe important, c'est la mutualisation et le fait de fédérer. C'est comme c'est indiqué ici, la raison d'être du GIS. Ça passe par la mutualisation des connaissances. Donc, gestion intégrée des adventices. Alors, quels sont les défis? Techniquement, c'est une équation qui est difficile à résoudre, parce que c'est un problème technique majeur en système de grande culture. En même temps, il y a une réduction progressive de l'éventail des solutions, et il y a le contexte, la pression, là qui est assez... le signal est assez clair de la part de politiques pour en réduire l'usage et l'impact, donc avec le plan Ecophyto. Donc ça fait une équation assez compliquée, et notamment pour les grandes cultures. Il faut, par ailleurs, il y a des objectifs de maintien de la biodiversité. La flore adventice, c'est compliqué, ça ne se gère pas uniquement à l'échelle de la culture, du moins ça ne se gère plus uniquement, il faut aussi considérer le système de culture. Alors il y a beaucoup d'innovations qui sont développées ici et là, mais elles sont limitées, elles sont peu intégrées. Ça, c'est un message général, c'est que on ne fera jamais aussi bien que les innovations qu'on a eues par le passé. Toutes les innovations alternatives, biocontrôle, toutes ces innovations ne sont jamais aussi efficaces. Et donc, c'est au travers d'une combinaison de leviers à effet partiel, je vais l'appeler comme ça, qu'on peut s'en sortir. Donc, c'est plus compliqué. Et il y a une fragmentation sur les adventices des travaux, des dispositifs. Et globalement, il y a assez peu de ressources, d'où l'intérêt de mutualiser. Alors, donc mutualiser, c'est ce qu'on fait. Alors, on a ici, vous voyez cette brochure, Maîtriser les adventices dans de nouveaux contextes de production. C'est un document d'une trentaine de pages qui résulte des rencontres du GIS qui ont été organisées en décembre dernier à Paris pour faire le point sur les solutions qui sont proposées pour faire évoluer, le désherbage en grande culture. Alors, il y a des solutions alternatives, partiellement, aux produits phytosanitaires, ça existe. Il faut les combiner, comme je le dis. Il n'y a pas de solution système clé en main, ça c'est illusoire. Si on prétend qu'on va pouvoir avoir une nouvelle recette et passer système où on a un problème, une solution, enfin un problème d'adventice, un herbicide, à un système où on a un problème de concilier agriculture, écologie, et puis on va avoir un système qui va tout faire. Ça, c'est illusoire. Ça, c'est maintenant, je pense, bien reconnu. Donc, il faut trouver des solutions adaptées. C'est valable pas uniquement pour le désherbage, mais pour tout, mais en se nourrissant de l'expérience des autres. On revient sur la mutualisation. Alors, il y a un point important, c'est que pour ça, il faut de l'accompagnement technique. Alors ici, je cite le FLOR6, qui est un modèle qui permet d'évaluer a priori l'impact de changements de pratique sur la gestion de la flore adventice, des outils d'aide à la décision, des systèmes d'information. Donc là, il y a toute une palanquée d'outils qui sont en cours de développement et que nous essayons de favoriser. Toute transition et facteur engendre des risques potentiels. Il n'y a pas que les risques, l'aversion au risque, ça existe, la difficulté de changer de système, il y a des facteurs, mais il y a des vrais risques techniques, ça c'est clair, mais aussi des risques financiers. Et donc, quels outils on peut mettre en place pour accompagner, y compris au plan financier, l'accompagnement de la transition pour la faciliter. Ça, c'est probablement quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte dans notre dialogue avec les pouvoirs publics. Alors, le programme 4, je vais passer très rapidement, donc, que le GIS a mis en place. Il y a en fait 3 axes qui visent d'une part à développer des stratégies alternatives et d'autre part à une meilleure gestion avec un focus spécifique sur la question des résistances. Moins de matière active signifie une augmentation du risque de résistance, et on constate ça dans différentes situations et partout dans le monde. Et donc on a un axe qui vise à essayer d'explorer, notamment à partir d'observateurs de pratiques, d'expérimentation, quelles sont les innovations individuelles sur la gestion des adventices. On évalue, comme je l'ai dit, il y a des outils pour essayer d'évaluer a priori quel peut être l'impact au travers de la modélisation, c'est-à-dire finalement l'impact à court terme, mais également à moyen terme. Ça, je vais y revenir.
de façon à pouvoir accompagner les opérateurs, le négoce, les coopératives, les conseillers, les agriculteurs, éventuellement, dans la recherche de leurs propres solutions. Sur la gestion des résistances, ça nous paraît un point important. C'est compliqué à mettre en place, mais il faut absolument que collectivement on traite, parce que ça ne peut se traiter qu'à l'échelle de la rotation. Donc ça, c'est un deuxième axe. Et un troisième axe, c'est sur les dispositifs. Je disais qu'ils étaient fragmentés. Il faut qu'on ait une meilleure vision globale et une meilleure, une plus grande synergie entre les dispositifs. Alors pour l'avenir, quelles sont les pistes d'innovation? Ici, je fais une liste de ce qui est en cours d'élaboration au plan de la recherche. Occuper, faire en sorte que les adventistes ne puissent pas se développer. Donc, c'est tous les espaces vacants, essayer de les occuper. C'est les couvertures végétales. C'est des variétés, travailler sur la sélection avec des variétés à fort potentiel couvrant, donc qui vont empêcher les adventistes de se développer. Si elles sont levées, c'est s'opposer à leur développement. Bon, c'est connu, le désherbage chimique, le faux semis, c'est quelque chose qui existe. Biodisponibilité accrue des herbicides, il y a probablement là une piste intéressante. Et puis les bioherbicides, ça commence à se développer. C'est encore compliqué, c'est cher, mais c'est des choses qui doivent se travailler au niveau de la recherche. Troisième aspect, épuiser le stock et éviter sa réalimentation dans les sols. Alors, en jouant sur la rotation, bon, la luzerne est un bon levier quand c'est possible, c'est pas possible partout. Récupérateur, donc là c'est plutôt de la technologie, de l'équipement. Récupérateur ou broyeur de menu paille, ça se développe dans certains pays. C'est aussi une façon d'éviter la réalimentation du stock semencier, la fonte de semis, et il y a d'autres exemples. Quatrième aspect, là, c'est d'essayer de perturber les adventistes. Bon, le vocabulaire un peu particulier. Présenter une situation inédite hors des plages d'adaptation. En pratique, ça veut dire c'est perturber le système, donc par des diversifications de rotation du point de vue des adventistes pour qu'elles ne puissent pas s'adapter. Et puis, de la même façon, c'est la rotation ou des conduites qui cassent la monotonie, comme bon, la solarisation, les cultures à effet allélopathique qui vont perturber l'adaptation des adventistes. Et enfin, l'optimisation des pratiques, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Bon, l'agriculture de précision, vous connaissez ça très bien, voire les robots désherbeurs. Voilà une liste d'exemples pour vous dire que le catalogue n'est pas vide. Deuxième illustration de ce que nous essayons de faire, c'est d'engager une dynamique sur la diversification des cultures. C'est un sujet extrêmement complexe parce que si les rotations, comme vous le voyez, alors ça résulte d'une étude que nous avons menée au niveau de l'INRA il y a 3-4 ans sur pourquoi les rotations se sont simplifiées et comment on pourrait s'en sortir. Parce que bon, rotation plus courte crée des tensions sur l'usage des intrants et des tensions sur l'eau. Il a été démontré également que les rotations courtes contribuaient au plafonnement des rendements qui sont observés. Et donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on a regardé en fait un certain nombre de 12 espèces, on a regardé pourquoi elles ne se développaient pas bien. Bon, dedans, il y avait le lin, le lupin, le soja, qui peut être considéré comme culture mineure en France. Et puis, on a fait une étude approfondie sur la filière pour 3 espèces, le lin oléagineux, le pois protéagineux et le chanvre. Et vous voyez à droite la frise, là, c'est sur l'ensemble de la filière. Ce qui était important, ce n'est pas de regarder un maillon particulier au niveau de l'agriculteur. C'est de regarder l'ensemble des maillons, parce que l'hypothèse de travail, c'est qu'en fait, il y a des effets d'auto-renforcement. Ça présente des avantages, et du coup, les autres acteurs, les semenciers, l'agrofourniture, les pouvoirs publics, la réglementation, s'adaptent de fait à la recherche. Évidemment, la recherche, elle va travailler là où il y a déjà énormément de choses. Donc, du coup, ça contribue à ce renforcement. Donc, c'est vraiment un enjeu collectif et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Comment on peut sortir de ce cercle? Alors, bon, très rapidement, les freins. Bon, il y a un enjeu en termes de... On connaît mal comment les cultures interagissent entre elles. Donc là, on est vraiment sur les grandes cultures. La compétitivité des cultures dites mineures, elle est faible. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ne sont pas aussi développées. Parfois, il y a des besoins en équipement spécifique. C'était le cas pour le chanvre. Manque de variété. Comme je disais, il y a moins d'efforts parce que ce n'est pas rentable sur des marchés limités de développer des variétés spécifiques. On ne développe pas de solutions phytosanitaires parce qu'en fait, le marché ne vaut pas le coup. Et tout ça, ça renforce
Ça renforce la perte de compétitivité de ces espèces mineures. Et c'est ça qu'il faut que collectivement on aborde. Les débouchés, c'est pareil, et la coordination des acteurs. Alors juste une illustration, deux cas un peu extrêmes qui ont été approfondis, le poids protéagineux et le lait oléagineux, pour illustrer un peu le type de levier que l'on pourrait envisager. Sachant que, bon, sur ces dernières années, le poids a régressé, malgré les aides régulièrement, on essaye d'intervenir sur un des maillons de la chaîne, mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Et le lait oléagineux, qui au contraire, lui, s'est développé, alors avec quelques clés de succès. Bon, d'abord une marque bleu blanc cœur, avec une reconnaissance sur le marché avec des produits riches en oméga 3, une innovation de procédés pour pouvoir utiliser ce lin assez facilement dans l'alimentation des poules pondeuses, la thermoextrusion, et puis une innovation organisationnelle qui est de créer une association bleu-blanc-cœur qui réunit les acteurs, les producteurs, les transformateurs, les consommateurs, et une structuration par contrat. Voilà. Et donc, à l'arrivée, on aboutit à des recommandations sur trois grands leviers, les débouchés, la coordination des acteurs et le levier de la recherche et le développement qui reprennent ce que je dis. Il existe des systèmes de culture qui sont à la fois économiquement performants et économiques en intrants. Bon, le réseau Défi Ferme le montre, mais ce n'est pas partout, ce n'est pas général, donc il faut comprendre les déterminants. Il faut aussi ne pas se focaliser uniquement sur un objectif, la réduction des pesticides. Il faut regarder les effets sur d'autres critères, les effets de serre, l'énergie, et il y a des antagonismes, et des effets indirects et les effets à long terme qui doivent absolument être anticipés. Donc à l'arrivée, il n'y a pas de solution optimale, donc il faut faire des arbitrages, et il faut que chacun reconnaisse ça. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir rechercher que chacun puisse trouver sa trajectoire qui va être suboptimale. C'est au moins à court terme. On ne peut pas prétendre faire aussi bien sur l'économique et sur l'environnemental. Et c'est ça qui est complexe. Et du coup, ce qu'il faut, bon, et c'est pour ça que je dis qu'il faut changer de façon de faire la recherche et le développement, parce qu'en fait, il ne s'agit plus de produire des innovations et puis de les diffuser, il s'agit de pouvoir les combiner, mais dans chaque situation particulière. On a développé des outils multicritères qui sont en fait des arbres qui permettent de visualiser, vous voyez à droite en rouge, c'est la contribution au développement durable global, et on découpe ça en économique, en social, en environnemental, et ainsi de suite. Et quand on applique ça à un certain nombre de systèmes, et là, ne regardez pas, regardez juste les couleurs, ce que l'on voit, c'est que non seulement on voit l'évaluation globale à droite qui est verte, mais on voit ce type d'outil permet de voir qu'est-ce qui a contribué à la performance économique et environnementale. Ce qui est bleu, c'est excellent. Donc on voit, parce qu'à gauche, vous allez avoir les pratiques individuelles ou les indicateurs. Et donc, ça vous permet d'identifier à la fois ce qui est bon dans votre système et en rouge ce qui n'est pas bon. Et du coup, vous pouvez jouer sur des modifications de pratiques qui vont non seulement avoir un objectif direct, mais qui vont aussi, au travers de ce type d'outils, évaluer les conséquences sur les autres critères. Et donc, il y a une espèce de boucle qui peut se faire à la fois a priori ou a posteriori d'amélioration des performances. Alors ça, c'est tout à fait essentiel, non seulement pour comparer des systèmes, chercher des systèmes, mais aussi pour comprendre, pour les pouvoirs publics, quels sont les systèmes, les contextes réglementaires d'accompagnement des innovations qui permettraient d'obtenir des performances durables, mais aussi en termes de médiation de communication, parce que ces outils sont transparents et ça permet de mettre en évidence qu'il n'y a pas de solution optimale, qu'il n'y a que des compromis à rechercher. Et en termes de communication pour le milieu agricole vis-à-vis de la société, c'est absolument essentiel. Voilà. Je conclus. Donc, travailler ensemble, c'est l'objectif du GIS. Il y a nécessairement des tensions court terme, long terme. Il faut reconnaître que nous avons chacun des stratégies différentes, des objectifs différents. Ne pas avoir peur de la transparence, mais il faut la travailler. La mobilisation collective reste à consolider au niveau du GIS, c'est compliqué. Je vous invite d'ailleurs, le négoce, à y contribuer de façon plus importante. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que ça ne se fera pas en 5 ans. Ça prendra beaucoup de temps et il faut que la trajectoire soit, que la direction, comme le disait Jean-Guy tout à l'heure, soit tracée et qu'on ait l'impression qu'on aille dans le bon sens. Merci beaucoup Antoine Messiaen, merci pour les messages, ils sont passés.